Le 15 mars 2011 sera inscrit dans la mémoire de tous les Syriens comme le début d'une guerre sans merci, qui a fait jusqu'au jour où je vous parle plus de 220 000 morts et plus d'1 million de blessés. La situation est aujourd'hui telle que personne ne s'y trouve, mais revenons aux sources et à l'origine de ce conflit et aux répercussions régionales et mondiales. Pour comprendre les origines de cette guerre, il faut voir la composition ethnique qui joue un rôle primordial dans ce conflit. La composition ethnique syrienne est divisée en trois ethnies principales. Les Arabes sunnites, qui composent 72,8% de la population syrienne, les Kurdes sunnites, 8,3%, et les Arabes alaouites, 10,2%. Le 8,7% restant est composé d'une multitude de minorités. Autant dire que la diaspora syrienne est diversifiée. Le régime de Bachar el-Assad et son gouvernement est composé d'alaouites, donc qui composent 10% de cette population syrienne. Et aujourd'hui, les alaouites dominent le gouvernement, détiennent les postes militaires clés et sont favorisés par rapport aux autres communautés syriennes. Le 26 février 2011, 15 adolescents syriens sont interpellés à Deraa, au sud de la Syrie, par les forces de l'ordre après avoir tagué sur le mur de leur école des slogans qui réclament la liberté, le renversement du régime de Bachar el-Assad. Au même moment, une page appel à manifester pour le 15 mars 2011 apparaît sur Facebook. L'appel a été entendu, et la manifestation a eu lieu dans plusieurs villes du pays, principalement Homs, Deraa et Damas, la capitale. Ces manifestations simultanées composées de la majorité sunnite dénonçaient la tyrannie, l'oppression, la corruption, la répression des libertés, l'interpellation des jeunes adolescents de Deraa et l'humiliation subie par les familles de ces jeunes. Dans la foulée, des appels à manifester soutenant le régime voient le jour. Celle-ci voit dans les manifestations anti-régime un complot visant à détruire la résistance syrienne et répandre le chaos en Syrie au grand profit d'Israël. Les manifestations contre le régime sont quasi quotidiennes à Deraa, le fief de la rébellion, à partir du 15 mars 2011. Les manifestants sont violemment dispersés et certains arrêtés. Le 18 mars, qui correspond au vendredi, les manifestants sortent après la prière du vendredi, sachant que le vendredi est la journée de la prière hebdomadaire importante pour les musulmans. Le régime réprime les manifestants violemment, faisant des centaines de morts et des milliers de blessés. Les jours qui suivront verront encore plus de Syriens manifester, et celles-ci aussi seront souvent violemment réprimées, ce qui pousse certaines manifestations à tourner à l'émeute. Mais cette répression est ce qui alimente la contestation. Ainsi, celle-ci se propage du fief de la révolte Deraa aux villes voisines et de fil en aiguille, les principales grandes villes du pays sont gagnées par les contestations. Malgré l'annonce du gouvernement d'une hausse des salaires de 20 à 30% dans l'administration, et de la libération des centaines de prisonniers politiques et de la possible abrogation de la loi d'état d'urgence en vigueur depuis 1963, et qui interdit le rassemblement de plus de 5 personnes. Mais rien n'y fait, la machine semble bien être lancée. Plusieurs villes sont en état de siège, par l'armée et les forces de l'ordre, qui les encerclent, et des révoltes armées éclatent dans ces villes face à l'état de siège. Plusieurs groupes salafistes sont créés et s'opposent au gouvernement de Bachar pour instaurer la charia, soutenus financièrement principalement par l'Arabie Saoudite. Mais quelques mois plus tard, plus précisément le 29 juillet 2011, l'armée syrienne libre est créée, qui a pour objectif le renversement de Bachar el-Assad et de son régime, et l'instauration d'une démocratie. Voici les pays soutenant la révolution syrienne via ses branches armées, telles que l'armée syrienne libre ASL et les factions djihadistes. On remarque qu'au niveau régional, l'Iran, l'Irak, le Liban, via le Hezbollah, soutiennent le régime du fait de sa diaspora chiite. L'autre bloc est composé de la Turquie et des pays du Golfe, principalement l'Arabie Saoudite et le Qatar, du fait là aussi de leur diaspora sunnite. Les différentes factions rebelles composées de l'armée syrienne libre et de groupes islamistes font une alliance de circonstances pour mettre fin au règne de Bachar el-Assad. La carte de la situation militaire ressemblait à ceci au début de la révolte armée, en 2011 et en 2012. À partir de 2013 et de 2014, voit l'émergence d'un nouveau groupe terroriste appelé l'État islamique en Irak et au Levant. Vous aurez remarqué que l'émergence du groupe radical État islamique se fait au détriment des territoires contrôlés par l'armée syrienne libre et les autres groupes islamistes, qui sont vus comme modérés par l'État islamique. En effet, des études montrent que Bachar aurait favorisé l'émergence du groupe État islamique en libérant de ses prisons des centaines de radicaux emprisonnés pour leur dangerosité. Il voulait en effet accentuer le côté rébellion terroriste venu de l'extérieur pour détruire la Syrie.
Aujourd'hui, nous parlons plus des exactions monstrueuses et sanguinaires du groupe État islamique, mais il ne faut pas oublier que tout cela est dans l'intérêt de Bachar el-Assad, qui veut se mettre en rempart face à cette monstruosité et à cette barbarie, qui l'a en partie aidé à émerger. Sur le terrain, c'est le régime qui tue 100 fois plus que l'État islamique. Alors, comment sera la conclusion de cette triste guerre? Le régime triomphera-t-il ou les rebelles de l'armée syrienne libre réussiront-ils à atteindre leur rêve d'un pays démocratique et libre? Ou l'État islamique prendra le contrôle total de la Syrie? N'hésitez pas à donner votre avis sur la situation dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo qui retrace brièvement l'histoire de la guerre civile syrienne et de ses origines à son état actuel, vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner et partager. Merci pour votre visionnage et à bientôt.